Salut les gens du coaching mindset, comment allez-vous en cette magnifique journée? Regardez le soleil qui entre dans mon bureau. J'espère que vous êtes en super forme. Écoutez, je vais aller confirmer que je suis bien en direct sur le bon groupe. Si vous êtes déjà en live avec nous, s'il vous plaît, manifestez-vous pour ce jour 2 où on va parler des stratégies pour persévérer dans l'atteinte de nos objectifs. Alors, vous allez voir beaucoup de contenu, encore une fois, de haute valeur aujourd'hui. On va comprendre un petit peu comment on fonctionne, nous, les êtres humains. Alors, est-ce que je suis déjà en live sur le groupe? Eh oui! J'y suis. Donc, si vous êtes là, s'il vous plaît, manifestez-vous. Bonjour Annie. Bonjour René. Alors, on a plein de gens qui sont déjà avec nous. C'est génial. Donc, faites-nous un petit coucou. Alors, écoutez, il est présentement midi déjà, et oui, midi, heure du Québec. Si vous n'avez pas votre cahier, super important, si vous venez de vous joindre à nous sur ce live, assurez-vous de télécharger votre cahier. Je vais demander à Célina de le mettre à l'instant. Donc, nos 3 jours s'intitulent Le succès, ça s'apprend. Réalisez vos buts grâce à votre pensée. Savez-vous que votre pensée, elle est tellement puissante? Et on est souvent notre pire ennemi. On utilise malheureusement souvent notre pensée à mauvais escient. Donc, bien sûr, Célina va vous mettre le lien, mais si vous êtes en replay, sachez que vous pouvez toujours télécharger le cahier dans les commentaires en haut. Donc, toujours le descriptif de la journée. Jour 2, on vous décrit un petit peu ce qu'on va voir, puis vous avez le lien pour le cahier. Donc, si vous êtes en live, s'il vous plaît, écrivez-moi live ou bonjour. Si vous êtes en replay, super important, écrivez-moi dans les commentaires replay. Ça me permet de savoir que vous étiez là. Bonjour Rita, bonjour Geneviève. On a plein de gens. Bon, bougez pas, j'ai besoin de mes lunettes. Salut Martine! Donc, écoutez, continuez de vous manifester. Euh, OK. Hier, on a évidemment fait notre jour 1. Si vous avez manqué la journée d'hier, assurez-vous d'être en mesure de revisionner le tout. On laisse les vidéos pour quelques jours seulement. Par la suite, on les enlève du groupe pour une simple et bonne raison. À partir du jour 3, quand le coaching se termine, on les laisse là encore quelques jours, mais on veut se concentrer sur les gens qui vont basculer vers le programme Mindset Réussite. Donc, je vous expliquerai dès demain ce qu'est la formation Mindset Réussite pour ceux et celles qui auront envie d'aller plus en profondeur, de poursuivre l'aventure pendant une année complète avec moi. Ah, on a quelqu'un qui est derrière moi. Coucou! C'est la belle Célina. Bonjour tout le monde! Hey, je vous la présente. Donc, Célina, quand vous écrivez ici, quand vous C'est appelez au moi. bureau, c'est mon bras droit, c'est mon ami. C'est ça. Je suis pas mal privilégiée de l'avoir. Alors, vous avez peut-être déjà parlé à Célina. Elle est aujourd'hui avec moi au bureau. Alors, salut tout le monde. Salut Nathalie, Denis, Roland, Christopher. Youhou! La vie est belle. OK. Donc, gros programme aujourd'hui, comme je le disais, si tu n'as pas visionné le jour 1, si tu arrives comme ça et que tu viens de me découvrir sur le web et que tu dis c'est qui cette petite blonde-là, je t'invite à revisionner la journée d'hier parce que c'est là où je me suis présentée, mais aussi on a déjà au jour 1 vu beaucoup de contenu. Alors, de quoi on a parlé hier? De comment nos programmations mentales, nos schémas de pensée peuvent soit nous aider ou nuire à l'atteinte de nos comportements. Donc, comme être humain, vous le savez, on a tous des buts, on aspire tous à une vie à la hauteur de nos désirs. Et moi, depuis des années, j'aide des gens, j'ai aidé des milliers de personnes au cours des 3 dernières décennies à améliorer leur vie par le biais des livres que j'ai écrits, par le biais des conférences que j'ai données, par le biais de ma clinique de psychothérapie que j'ai eue pendant presque 9 ans. Donc, je rencontrais des gens un à un. Et honnêtement, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit dans des événements publics ou en consultation, on veut toutes la même affaire. On veut être heureux. Et chaque fois qu'on se fixe un but, un objectif, c'est en quelque part, c'est qu'on a la croyance que ça va nous rendre heureux. Si tu dis, exemple, tu es dans je sais pas moi, dans la vingtaine ou dans la trentaine et que tu dis, moi, j'aimerais donc avoir un enfant, c'est qu'en quelque part, tu as la croyance que le fait d'avoir un enfant va t'apporter du bonheur. Puis c'est vrai aussi. Ça peut t'apporter aussi des peines, c'est normal, mais en grande partie, ça va t'amener du bonheur. Si tu veux un nouvel emploi, c'est qu'en quelque part, tu n'es peut-être pas bien où tu es et tu aspires à être heureux dans ta vie professionnelle. Si tu veux entrer en relation avec une nouvelle personne, je ne sais pas si tu veux rencontrer l'âme sœur parce que tu es célibataire, ben c'est qu'en quelque part, tu as la croyance que ça va te rendre heureux, heureuse. Donc, chacun de nos objectifs de vie
et motivé en bout de ligne par quoi? Par du bonheur. Si tu veux plus d'argent, c'est que tu as la croyance que l'argent va t'amener plus de bonheur. C'est pas nécessairement une croyance qui est vraie. On aura l'occasion d'y revenir. Je dis pas que l'argent nuit au bonheur, loin de là. Toute ma vie, pour moi, la quête d'abondance financière a été très importante. Ça a été au cœur de mes priorités. Et n'allez pas croire que c'est parce que je suis superficielle ou parce que pour moi, j'adore l'argent. C'est pas ça. C'est que j'ai la croyance que l'argent, oui, peut m'aider, non seulement pour moi dans ma vie, pour ma famille, mais aussi pour contribuer. OK? Donc, tout est une question de croyance. Aujourd'hui, on va voir le défi qu'on a beaucoup, chaque être humain, puis j'ai envie de vous lire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis soyez très honnête, là, on est en famille. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te fixer un objectif et en cours de route, de ne pas persévérer, de ne pas l'atteindre? Dites-moi oui dans les commentaires si tu as déjà vécu ça. Puis honnêtement, je pense qu'on a tous déjà vécu ça. Hein, combien de fois on se fixe le but d'arrêter de manger du sucre ou de boire plus d'eau par jour ou de faire plus d'exercice. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Ou encore d'être moins stressé. Donc, on se dit, OK, je vais commencer à faire de la méditation. Ou encore, je ne sais pas moi, on se dit, OK, je vais... Je me donne 2 ans pour me partir en affaires. On commence à écrire notre temps d'affaires, puis à un moment donné, on se décourage. Donc, comme être humain, on se fixe des buts, des objectifs, mais le défi, c'est que souvent, on lâche en cours de route. Pourquoi? On se démotive. OK, il y a plein de gens qui écrivent oui, 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 oui. Ben oui, puis c'est normal. Puis moi, la première, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie de me dire, OK, j'ai tel objectif, puis au final, d'abandonner, de me décourager, de me démotiver, d'avoir moins le goût, de perdre la flamme, perdre le focus. Ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, donc, je vous invite à prendre votre cahier. Vous allez voir beaucoup de contenu aujourd'hui hyper intéressant. On va, entre autres, regarder ensemble des stratégies parce que oui, on veut apprendre à persévérer dans l'atteinte de nos objectifs. On va examiner le modèle en 5 étapes pour comprendre comment on réagit face au changement. Parce que qui dit nouvel objectif que je me fixe, dit systématiquement, je vais devoir faire face à des changements, je vais devoir opérer des changements dans ma vie. Si je me dis, je veux, exemple, atteindre mon poids santé parce que je ne suis pas au poids que je souhaite, c'est clair qu'il va y avoir plein de changements qui vont devoir survenir dans ma vie pour atteindre ce poids santé. Peut-être que je vais devoir commencer à faire du sport. Peut-être que je vais devoir commencer à apprendre à cuisiner santé. Peut-être que je vais devoir réduire drastiquement mes portions. Bref, il y a plein d'éléments. Puis là, je prends le poids, mais je pourrais prendre n'importe quel autre objectif. Si ton objectif est de gagner plus d'argent via l'immobilier ou via une entreprise que tu aimerais lancer, il va y avoir des changements dans ta vie. Tu vas devoir mettre en place des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, des nouvelles stratégies. Et ça, au départ, quand on se lance un nouvel objectif, on est motivé. Le problème survient en cours de route. Donc, le modèle qu'on va voir ensemble aujourd'hui, avec la compréhension de ces dernières réactions qu'on a face au changement, on va comprendre que c'est plus facile de changer quand on comprend pourquoi des fois on est sur la défensive, pourquoi des fois on abandonne. On va prendre également le temps de regarder des erreurs qu'on ne veut pas commettre dans le processus de changement. Alors, le modèle qu'on va voir aujourd'hui, c'est le modèle de changement de Prochaska, je ne veux jamais les débaptiser, et Di Clemente. Donc, ces 2 chercheurs ont élaboré ce modèle de changement. Et c'est vraiment super intéressant parce qu'il explique qu'il y a 5 étapes lorsqu'on veut établir un changement. Donc, je vous invite à tourner la page puis à prendre des notes. Première étape, on appelle ça l'étape de pré-contemplation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une phase de déni. Tu peux le prendre en note, là. On est dans une phase de déni. On se dit, je n'ai pas de problème. Donc, on n'est pas encore conscient qu'on devrait changer quelque chose dans notre vie. Donc, je vous donne des exemples. La personne qui, exemple, est en surpoids, commence à avoir des ennuis de santé, mais c'est même pas dans sa conscience de j'aurais peut-être avantage de perdre du poids pour atteindre un poids santé et par conséquent pour peut-être avoir moins d'ennuis au niveau de santé. Un autre exemple, au niveau de la pré-contemplation. J'ai pas de fun dans mon travail. Je suis fréquemment
dans des états anxieux ou de stress, quand je pense à mon travail, je suis moins motivée. Mais c'est même pas encore à mon niveau de conscience que je pourrais peut-être changer d'emploi. Donc, je suis vraiment dans une phase où je me dis, j'ai pas si conscience que ça du problème. Je suis consciente des symptômes que j'ai, et ça, je l'ai vu combien de fois dans mon bureau, toutes les années où j'ai fait de la psychothérapie, j'ai rencontré des gens qui étaient au bord de l'épuisement professionnel, n'avaient pas de plaisir dans leur travail, avaient des fois des conflits, des tensions en milieu de travail, mais n'étaient pas encore du tout rendus à l'étape de dire je veux changer d'emploi. Donc, ils étaient dans une forme d'inconscience par rapport à leur situation, à leurs problématiques. Donc, ce qu'on dit au niveau de cette étape-là de pré-contemplation, c'est un peu une forme de déni. Donc, je n'ai pas conscience du problème ou j'ai une conscience qui est très partielle, mais souvent aussi, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont minimiser les conséquences dans leur vie. Donc, ça, c'est à l'étape de pré-contemplation. Donc, je n'ai pas l'intention encore de changer. Et souvent, exemple, tu sais, la personne va dire, parce qu'il y a des exemples ici là, que j'ai pris en note, j'ai des petites manies, mais exemple, j'ai l'habitude de manger la rangée de biscuits le soir devant la télé, mais je fais pas trop de lien avec le fait que c'est encore un problème pour ma santé, puis effectivement que c'est ce qui m'amène peut-être à être en surpoids. Donc vraiment, je ne suis pas conscient de ma situation problématique. Quand on est là, la gang, dites-vous une chose, si tu es à cette étape-là, tu es loin de changer. Tu n'es même pas dans un modèle où tu vas te fixer un objectif. Allons à notre deuxième étape. L'étape numéro 2, c'est la contemplation. Selon toujours, je ne veux pas lire débaptiser, je vais aller lire le nom, Di Clemente, et c'est avec l'autre que j'ai de la misère, euh, Prochaska. Donc, selon ces deux chercheurs-là, tu arrives à un moment donné dans ta vie ou dans une situation X, et là, tu arrives à l'étape de contemplation. Donc, tu te rends compte qu'il y a un problème. Donc, tu te rends compte que ton stress provient de ton travail puis que ça t'empêche de dormir. Tu te rends compte que ton surpoids t'amène peut-être des problématiques au niveau de ta vie. Tu te rends compte que le fait de manquer d'argent, d'être continuellement dans des struggles, dans des soucis financiers, ça a un impact sur ton humeur. Tu te rends compte que le fait que tu es une personnalité colérique, hein, que tu as souvent des accès de colère, ça a un impact sur tes relations. Donc, à cette étape-là, tu es rendu à l'étape numéro 2, c'est ce qu'on appelle l'étape de contemplation où tu tombes dans une prise de conscience. Et là, le problème, souvent, c'est qu'on va être dans l'ambivalence. OK? Donc, prenez des notes. Je vais osciller entre les avantages et les inconvénients du comportement problématique, mais aussi, surtout, entre les avantages et les inconvénients à changer. Parce qu'on va se dire les vraies affaires, la gang. Il y a des avantages à changer un comportement, une habitude qui est mauvaise pour nous, mais il y a aussi des inconvénients. Si tu as cette habitude de, par exemple, manger ta rangée de biscuits le soir ou de te faire un gros popcorn avec plein de beurre, et que cette habitude-là que tu as développée au fil des années ou à manger trop de sucre, c'est pas important, là, quelle que soit l'habitude, ben oui, il y a des avantages à cesser cette habitude-là, mais il y a aussi des inconvénients. T'aimes ça, ce moment-là. Tu es devant la télé, c'est agréable, tu manges tes biscuits. Donc, il y a, dites-vous une chose, c'est comme une balance. Dans chaque mauvaise habitude ou comportement qu'on voudrait voir changer, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Sinon, s'il y avait juste des avantages, on n'aurait même pas la discussion aujourd'hui parce que tu l'aurais déjà opéré le changement. Si tu ne vois que des avantages, je vous raconte une anecdote tirée de mon vécu. Histoire vraie. Là, on est en 2024. En novembre 2022, c'est ça? Oui, en novembre 2022. Non, novembre 2021. Novembre 2021, parce que ça va faire 3 ans cette année. Novembre 2021, je décide de me lancer dans un défi qui est un 75 jours. Il appelle ça le 75 Hard avec Andy Frisella. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom. C'est un Américain. Puis il lance ça quelques fois par année. Et là, c'est un défi 75 jours. On est tout un groupe. C'est sur le web, évidemment. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Et ce défi-là, entre autres, faut que tu boives beaucoup d'eau, il faut que tu fasses 1 heure et demie de sport par jour, il faut que tu fasses de la méditation à tous les jours, il faut que tu lises une demi-heure de lecture inspirante. Et
un des éléments qui était pour moi un défi, tu n'as pas le droit de boire d'alcool. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Alors, je me lance dans ce défi-là, 1er novembre 2021. Et je fais le 75 jours, puis je vous raconte l'histoire rapidement, mais au bout du 75 jours, je perds complètement le goût de prendre de l'alcool, si bien que je décide que je continue et qu'à ce jour, ça va faire 3 ans cette année, le 1er novembre, je n'ai jamais repris une gorgée d'alcool. Et croyez-moi, mon petit verre de vin le soir en cuisinant ou quand mon mari cuisinait plutôt, parce que c'est plus lui qui cuisine, quoique là, je commence à le faire de plus en plus, je l'appréciais. OK? Puis évidemment, c'était un verre de vin les soirs de semaine. Les week-ends, des fois, avec des amis, c'était 2 puis 3 verres de vin. Puis on s'entend, j'ai pas une grande corpulence, 5 pieds, 106 livres, 3 verres de vin, ça paraît. OK? Je faisais pas des niaiseries, mais quand même. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Pendant des années, avant cet épisode-là, je faisais souvent des défis 30 jours sans alcool. Hein? Vous avez peut-être déjà vu ça. Des fois, c'est le mois de février. On fait, ils appellent ça il y en a qui font le dry January, donc pas d'alcool en janvier, puis il y en a d'autres qui font le défi en février parce que le mois de février, souvent, il y a 28 ou 29 jours, c'est moins dur. Bref, j'ai souvent fait ça dans les années précédentes, ce défi-là. Et à chaque fois que mon 30 jours sans alcool se terminait, je retombais dans mon ancien pattern. Je retombais dans mon ancienne habitude qui était de prendre un verre de vin à tous les jours. Ce qui n'était pas une catastrophe, là, on s'entend. Je n'étais pas alcoolique. Remarquez qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait, l'alcoolisme, je veux dire, ça peut, dépendamment des définitions, mais bref, j'ai jamais considéré, jamais dans ma vie, que j'avais un problème d'alcool. Jamais, jamais. Ceci dit, il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que toutes les fois dans ma vie où j'avais fait des défis 30 jours, puis qu'après le 30 jours, je retombais dans mon habitude de prendre mon petit verre de vin tous les jours, je voyais plus d'avantages à continuer à prendre mon verre de vin qu'au fait de changer. J'étais fière d'avoir fait mon défi 30 jours, mais je trouvais ça quand même plus le fun de prendre mon verre de vin que de ne pas prendre d'alcool. Ce qui s'est passé avec le 75 jours, c'est que la période a été plus longue. Et aujourd'hui, on le sait, toutes les recherches nous le prouvent en neurosciences, ça prend en moyenne 66 jours pour développer une nouvelle bonne habitude. C'est une moyenne. Ça a été testé à l'University College London, entre autres. Il y a eu une étude qui a été faite là-dessus, super intéressante. Et on sait que c'est beaucoup plus long aujourd'hui que ce qu'on nous disait à l'époque, là, 21 jours. Plein de livres de développement personnel parlaient de 21 jours pour se défaire d'une habitude. C'est pas vrai. Okay? Ça a été scientifiquement prouvé que c'est une moyenne de 66 jours. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'avec le 75 jours sans alcool que j'ai fait, j'ai complètement perdu l'habitude de prendre l'alcool et non seulement ça. Et c'est là que j'arrive à, dans ma balance aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que tu considères reprendre de l'alcool, je peux vous dire aujourd'hui de source sûre que ça n'arrivera plus. C'est terminé pour moi à vie. Et je ne suis pas en train de prêcher pour ne plus prendre d'alcool, c'est pas ça. C'est mon choix. Pour moi, ça me fait tout le plus grand bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ma balance, les avantages sont tellement plus pesants. Les avantages de ne pas consommer un verre de vin par jour sur mon sommeil, sur mon énergie, sur ma vitalité, sur mon focus, sur le fait que je suis plus enthousiaste que je ne l'ai jamais été. Puis j'ai toujours été une fille très enthousiaste, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, même quand je prenais un verre de vin, mais je me rends compte que ça s'est décuplé depuis ce moment-là. Donc pour moi, les avantages sont très, très pesants dans la balance. Donc évidemment, on passe à notre étape 3. OK? Fait que tu as l'étape de pré-contemplation. S'il y a une situation actuellement dans ta vie où tu es à cette étape-là, tu n'es même pas à l'étape de te fixer un objectif. Étape 2, contemplation. Donc, je prends conscience que telle situation, ça peut être dans ta vie de couple, telle situation, on s'est éloigné, moi et mon partenaire de vie, on aura avantage à se rapprocher. Donc là, c'est à l'étape 2. Étape 3, la préparation. Donc là, oui, je décide, je me prépare. Quand j'ai pris la décision le 1er novembre 2021 de faire ce défi-là, de dire, OK, je m'embarque dans ce défi-là, qui n'était pas juste l'alcool. Tu n'avais pas le droit de, ils appelaient ça en anglais des cheat meals, donc des repas de fast-food. Il fallait faire 1h30 de sport par jour, donc 45 minutes à l'extérieur. C'est un gros défi. Mais j'ai décidé. Donc là, j'étais rendue à l'étape numéro 3. Je m'étais dit, OK, puis pour moi, je l'avoue, là, le plus dur là-dedans, c'était pas le sport, parce que j'en fais déjà beaucoup. Je fais ça, moi, minimum 1h30 de sport par jour au quotidien. 365 jours par année. Donc, pour moi, c'était quelque chose de facile. Méditer, c'était pas facile. Honnêtement, c'est pas dans...
même si je connais tous les bienfaits, mais c'était difficile à intégrer dans ma routine. Mais le plus dur, c'était l'alcool, parce que j'avais cette habitude de prendre mon petit verre de vin à tous les jours. Mais le jour où j'ai décidé, 1er novembre, j'ai dit j'embarque. Puis moi, j'ai une maudite tête de cochon, donc quand j'embarque, j'embarque. OK? Donc, j'ai décidé. Alors, l'étape numéro 3, c'est là où on va se préparer. Oui, il faut que ça change, ma situation qui est insatisfaisante, et comment faire pour que ça change. Et c'est là qu'on va focuser sur tous les inconvénients des comportements inadaptés qu'on a et sur toute la nécessité de changer. Et c'est là qu'on va avoir l'intention de changer. Donc là, à cette étape-là, ce que vous devez faire dans l'étape de préparation, c'est de lister tous les avantages que vous avez à changer. OK? Tous les avantages que vous avez à changer. Et si tu veux le faire encore plus puissamment, mais aussi tout ce que ça t'amène si tu ne changes pas. Quelles seront les conséquences à ne pas changer? Moi, je le mets dans une balance. Donc, quels sont les avantages à changer, mais quelles seront aussi les conséquences si je ne change pas cette habitude, ce comportement, cette situation dans ma vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, que ce soit au niveau de votre santé, ça peut être à tous les niveaux. Ça, c'est l'étape numéro 3, c'est là que je décide. Étape numéro 4, on appelle ça l'action engagée. Donc, je fais quelque chose pour que ça change. À l'étape 3, je suis en train de planifier. À l'étape 4, go! Je fais ma première action. Donc, moi, le 1er novembre 2021, la première journée où je me rappellerai toujours, je m'étais dans l'étape numéro 3, je m'étais fait un tableau. Et là, j'avais tous les éléments que je devais faire à chaque jour. Puis j'avais mis mes 75 jours, donc je m'étais fait un genre de document Excel. Puis à chaque jour, il fallait que j'aille cocher tout ce que j'avais fait. OK, j'ai fait mon heure et demie de sport. OK, j'ai bu mon 2 litres, je pense que c'était 2 litres d'eau. OK, j'ai pas pris de boisson aujourd'hui. OK, j'ai pas mangé de cheat meal. OK, j'ai fait ma méditation. OK, j'ai fait mon 30 minutes de lecture inspirante. Écoutez, je vous le dis, c'était un job quasiment à temps plein, ce défi-là. Mais ça a été bon parce que je me dis, si ça m'a juste amené, puis on en parlait cette semaine, mon mari et moi, euh, si ça m'a juste amené le fait de ne plus prendre l'alcool pour moi, encore une fois, là, je ne suis pas la fille qui va prêcher, là, arrêter de boire. C'est pas ça du tout. Ça ne me regarde pas. Mais pour moi, ça a changé ma vie. OK? Pour le mieux, à tous les niveaux. Donc, le numéro 4, c'est votre action. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va être quoi la première action pour me mettre dans l'action? Donc là, je ne suis plus juste au niveau de la pensée, je suis au niveau de mon action. Donc exemple, changer est l'objectif prioritaire. Donc, exemple, j'embarque dans un défi ou je prends une formation ou je sais pas, moi, je veux écrire un livre. C'est quoi la première action? Bien, j'écris une page, juste une page, et je viens de me mettre dans l'action. Et l'étape numéro 5, c'est ce qu'on appelle le maintien ou la consolidation. OK? Donc, dites-vous une chose, si vous maintenez une nouvelle habitude suffisamment longtemps, pensez à moi, ça a été 75 jours ce défi-là et je vous jure qu'après 75 jours, je n'avais plus du tout envie de prendre un verre de vin. J'y pensais même plus, premièrement, alors qu'avant, c'était un réflexe. J'arrivais à la maison, puis j'ouvrais une bouteille de vin, je me prenais un verre de vin tous les soirs. Tous les soirs. OK? Après 75 jours, j'y pensais même plus. Et non seulement ça, ce que j'ai fait après, c'est que je suis allée, parce que je connais beaucoup, beaucoup notre cerveau, comment il fonctionne, puis on va d'ailleurs en parler aussi demain au jour 3 de comment utiliser le pouvoir de notre subconscient. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée associer des... Je suis allée me créer des neuroassociations hyper négatives par rapport à l'alcool en repensant à certains moments où des fois, tu sais, je filais pas bien parce que, tu sais, mettons, un samedi soir avec une de mes amies, Edith, on aimait ça. Nous autres, on prenait du vin, puis on jasait. Puis là, des fois, j'arrivais à la maison, puis j'avais mal au cœur. Puis je me couchais dans mon lit. Puis tu sais, des fois, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, faut que tu mettes un pied à terre parce que ça tourne trop, sinon tu as le goût de vomir. C'est pas super, là, honnêtement, c'est pas super. Puis je vous parle de ça avec beaucoup de transparence parce que c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis fière de dire, OK, c'est terminé, c'est derrière moi. Je suis non seulement à l'étape de maintien, dans mon cas, mais c'est consolidé, c'est réglé. Dites-vous une chose, si vous persévérez suffisamment longtemps dans le maintien d'une nouvelle habitude ou d'un nouveau comportement, ça va devenir un réflexe conditionné. Ça va, et même, on va aller plus loin, ça va devenir des fois impossible d'agir différemment. Ça va être comme une nouvelle façon de faire. Donc, allons plus loin. On continue. Il y a plein de gens qui sont là. Hey, merci.
Ronald qui dit ton partage sur les 75 jours est pertinent pour moi, surtout l'alcool. Génial. Écoute, moi, Ronald, ça a changé ma vie. Salut Nathalie, salut Frédéric, René qui est à Lévis, Marie-Hélène qui est avec nous, Christine, Frédéric, au lac Mégantic, Chantal, Rose, Daniel, Lucie. Merci d'être là. Marie-Hélène, Vicky Chabot, qui est une de nos habituées. Élie, on a plein de gens. Merci. OK, on continue avec notre prochaine page. Là, il y a des éléments à remplir, donc assurez-vous. Donc, hier, on a parlé de quoi? On a parlé des programmations mentales. Donc, la principale erreur, souvent, c'est qu'on a des programmations, on a des mauvaises programmations mentales. C'est le mot qu'on cherchait. Je vous donne un exemple. Si tu m'avais dit, exemple, il y a 5 ans, puisque là, ça va faire 3 ans en novembre. Si tu m'avais dit il y a 5 ans, Stéphanie, il va arriver un moment dans ta vie, dans un avenir rapproché, où tu ne prendras plus jamais d'alcool jusqu'à la fin de tes jours, je te jure, je t'aurais jamais cru. Je ne pensais pas que c'était possible. Pas parce que j'avais un... Comme je vous dis, j'ai jamais considéré que j'avais un problème d'alcool. Mais mon petit verre de vin, je l'aimais. Je trouvais qu'il était inoffensif. Au contraire, je trouvais que ça me relaxait. C'était cool. Mon mari cuisinait, puis je chirotais mon petit vin rouge. Puis même, il y a eu des années vraiment longtemps avant où j'ai pris des cours de sommellerie. Bon, je ne suis pas super bonne, mais j'ai pris des cours. On voulait acheter un cellier. On connaissait, là, mon mari et moi, on avait appris à connaître les différentes pastilles, la Toscane. Il y avait des vins élevés en fût de chêne. Tu sais, il y a des choses qu'on aimait. Alors, si tu m'avais dit, il y a 5 ans seulement, Stéphanie, dans 1 an et demi, tu vas faire, ou dans 2 ans, tu vas faire un défi. Puis après ce défi-là, tu ne boiras plus jamais de ta vie. Et non seulement tu ne prendras plus d'alcool, mais ça ne tentera pas. Ça va, juste à la simple idée de consommer de l'alcool, ça va être comme yark. Je vous jure, j'aurais jamais cru. Parce que j'avais des mauvaises programmations mentales par rapport à cette situation-là. Je me disais, ben non, c'est inoffensif, ça me fait du bien, etc., etc. Ben non, je pense pas que je serais capable. C'était une habitude qui est ancrée depuis quelques années. Tu sais, ça n'a pas été comme ça toute ma vie, mais peut-être, je vous dirais, peut-être 5 ans avant la pandémie que ça a commencé, où j'avais cette habitude-là. Ça, entre autres, avec une amie que j'avais rencontrée, puis on se recevait souvent, on habitait dans le même immeuble. On avait un condo à l'île Paton, puis on se recevait les deux couples, puis eux autres aimaient bien le vin. Fait qu'on avait développé cette habitude-là de prendre du vin. Bref, on a des mauvaises programmations mentales. Deuxièmement, donc en lien avec notre objectif. Deuxièmement, on se réfère à notre passé. Ça, c'est la deuxième erreur qu'on fait souvent. J'ai toujours été comme ça, je pense pas que je peux changer. Je suis de nature anxieuse, je pense pas que je peux changer. J'ai toujours été colérique, mon père était colérique, mon grand-père était colérique, je pense pas que je peux changer. Ça, c'est faux, la gang. Dites-vous une chose, on peut changer comme être humain. On peut prendre la décision de changer. OK? Et erreur numéro 3, on s'adresse à notre conscient pour tenter de changer. Donc, le mot qu'on cherchait ici, c'est conscient. Alors, il faut comprendre qu'on a notre subconscient et on a notre conscient. Donc, ce qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est qu'on doit aller insérer nos nouvelles programmations mentales directement dans notre subconscient en contournant le conscient. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Émile Coué. Dites-moi si vous avez déjà entendu le nom de cet homme dans les commentaires. Dites-moi oui si tu sais c'est qui Émile Coué. Il ne faut pas faire une recherche là, pendant qu'on est en live. C'est pas grave si tu ne le connais pas. Moi aussi, à un moment donné dans ma vie où je ne le connaissais pas. Alors, dites-moi si vous le connaissez ou non. Si vous avez déjà entendu parler de lui. Donc Sylvie qui dit non. Sébastien qui dit non, Janine dit oui, Noélie qui dit non, René dit oui, Dani qui dit non, Olivier, non. OK. Alors, il y a plein de gens qui ne le connaissaient pas. Ceux qui le connaissaient, ben, vous savez que Émile Coué était, parce qu'il est décédé, le père de l'autosuggestion. Émile Coué, je vous raconte rapidement son histoire, c'était un pharmacien. Et à l'époque, il s'est rendu compte d'une chose. Quand il donnait ses prescriptions à ses clients à la pharmacie qui venaient le voir, il leur remettait la prescription de médicaments, mais il leur disait, à chaque fois que vous allez prendre votre pilule, quelle qu'elle soit, là, tu sais, ça peut être une pilule contre la basse pression, la haute pression, le cholestérol, c'est pas important. Mais Émile Coué avait réalisé, il avait commencé à dire à ses clients, à chaque fois que tu vas prendre ta pilule, quelle que soit la posologie, 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, à chaque fois, tu vas dire, à tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Et Émile Coué
On s'entend là, c'est un pharmacien. C'est pas un neuroscientifique sur le cerveau, c'est un pharmacien. Et Émile Coué, à ce moment-là, a commencé à réaliser que, curieusement, ses clients, puis on s'entend, là, c'est pas une étude scientifique, mais il trouvait que ses clients commençaient à aller mieux. Et là, il a commencé à faire des recherches. Donc, tu sais, oui, la prise de médication a peut-être aidé aussi, mais en même temps, il disait ça à tous ses clients. Et là, il a commencé à faire des recherches sur ce qu'on appelle l'autosuggestion. Donc, Émile Coué, si vous voulez faire des recherches après le live aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le père de l'autosuggestion. C'est vraiment lui qui a fait connaître ce qu'est l'autosuggestion. Donc, objectif, induire de nouvelles croyances dans notre subconscient. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a deux moments qui sont plus propices à induire des autosuggestions. Premièrement, qu'est-ce que c'est une autosuggestion? C'est une phrase que tu vas t'écrire et que tu vas te redire continuellement en lien avec ton objectif. OK? Donc, je vous donne des exemples parce que j'ai personnellement des autosuggestions que je me dis depuis 25-30 ans. Entre autres, je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je peux me procurer tout ce que je désire et en faire profiter mon entourage. Ça fait 30 ans que j'ai écrit cette autosuggestion-là. Je vais la redire si vous voulez. Si tu veux la prendre en note, tu réécouteras le live après, en replay. Je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je peux me procurer tout ce que je désire et en faire profiter mon entourage. J'ai d'autres autosuggestions en lien avec l'argent. J'attire à moi énormément d'argent facilement, rapidement et dans le plaisir. Ça, c'est en lien avec l'abondance financière. J'en ai par rapport à ma santé. J'en ai par rapport à mon poids santé. Je pèse 106 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin et mon métabolisme est normal. Je pèse 106 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin et mon métabolisme est normal. Ça doit faire 30 ans que je me dis ça. Ça doit faire toutes ces années que j'ai le même poids, à part quand j'ai été enceinte de mon fils. Ce sont des autosuggestions que je me répète sur une base régulière, okay? En lien avec des objectifs que j'ai, entre autres d'avoir un poids santé, entre autres de vivre dans de l'abondance financière, entre autres d'être calme et en paix. Je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même. Ça fait des années que je me répète ça. Donc, dites-vous une chose, bien important, il y a 2 moments dans la journée pour aller induire des autosuggestions. Le matin au réveil, dès qu'on se réveille, et le soir, juste avant de se coucher. Pourquoi? Parce qu'on est dans des zones différentes. Donc, il faut savoir qu'on a au cours de la journée des zones alpha, des zones bêta, des zones theta, dépendamment de où est-ce qu'est-ce qu'on fait, quelle activité. Le matin et le soir, ce sont juste avant de s'endormir et juste au réveil. C'est là qui est le plus puissant d'aller. Annie dit c'est puissant comme affirmation, ça. Définitivement. Puis j'en ai plein d'autres. Là. Dans mon livre de rêve, j'ai plein d'affirmations que je me répète. Quand j'ai voulu acheter mon premier immeuble à revenu, croyez-le ou non, j'avais 22 ans. Okay? Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, moi, je suis aussi investisseuse immobilier. Et je sais que ça peut être drôle là, parce qu'il y a bien des gens qui me suivent ici qui sont aussi dans mon groupe sur l'immobilier, mais il y a aussi des gens qui m'ont découvert pas par rapport à l'immobilier. Quand j'ai voulu acheter mon premier immeuble à l'époque, je m'étais écrit une autosuggestion qui allait comme suit. J'acquiers un immeuble qui représente... Et puis écoutez, je m'en rappelle encore par cœur, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans cette année. J'acquiers un immeuble qui représente un excellent placement. Mon immeuble est très bien situé. J'attire d'excellents locataires. Mon immeuble est facile à louer et à gérer. Écoutez, j'avais plein de phrases que je me disais pour attirer cet immeuble-là. OK? Et ça a fonctionné. Ça a été assez rapide. Mais je me suis dit cette phrase-là des milliers de fois là, dans les mois qui ont précédé l'acquisition de mon immeuble. Donc, ce qu'il faut comprendre avec l'autosuggestion, c'est qu'effectivement, il y a des moments propices. Dans la formation Mindset Réussite, on vous fournit des autosuggestions à utiliser le soir et le matin qui ont été volontairement enregistrées sur des ondes qui vous permettent justement d'être dans un moment, dans un endroit propice pour justement écouter ces autosuggestions-là et les voir se manifester. Maintenant, ce qui est super important, quand on écrit des autosuggestions, il faut y croire. OK? J'aurai l'occasion d'y revenir demain. Mais le problème, souvent, c'est que si, exemple, ton objectif, c'est de faire 200 000 $ par année et qu'en ce moment, tu fais 30 000 par année,
Quand même que tu t'écrirais une autosuggestion, c'est que, OK, je fais 200 000 par année à partir de telle date. Le problème, c'est que si tu es à 30 000 en ce moment et qu'il n'y a rien qui te laisse présager dans ta vie que tu peux atteindre 200 000, tu vas te dire ça des centaines de fois, mais si tu n'y crois pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut réaliser une chose, l'autosuggestion, on doit y croire. Et très souvent, je dis à mes gens qui sont dans mon programme Mindset Réussite, t'es mieux de te fixer un objectif un petit peu plus petit. Quand je reviens à mon défi, quand j'ai fait mon défi, je ne me suis pas dit au jour 1, je ne prendrai plus jamais d'alcool. C'était même pas dans mon champ de conscience. Zéro. Je me suis dit, je fais 75 jours. Puis j'avais calculé, ça m'amenait au 16 janvier où j'aurais eu le droit de reprendre un verre de vin. Okay? Si vous calculez, 1er novembre, ça finissait le 15 janvier. Jamais je me suis dit, c'est fini à vie, là, le premier jour. Mais non, j'ai fait les 75 jours et c'est que là, plus j'avançais, quand j'étais rendu au jour 60, 65, 70, où est-ce que j'y pensais même plus? J'arrivais chez nous le soir et j'avais perdu l'habitude, qui était pour moi une mauvaise habitude parce que ça avait une incidence sur mon sommeil. Des fois, si je prenais 2 verres de vin ou 3 les fins de semaine, je pouvais venir un petit peu plus... j'ai du caractère, mais là, ça sortait pas le meilleur de moi, tu sais. Et une fois, mon mari m'avait dit, là, Steph, hier, j'étais ordinaire, tu sais. Et ça n'en avait pas vraiment fallu plus pour que je me dise, OK, là, non, là, c'est pas cool, ça, là. Et c'est plus le fun, là. OK? Donc, écoutez, avant de terminer, parce qu'on a une autre très belle journée demain, il y a des gens qui nous ont posé des questions par rapport au programme Mindset Réussite. Donc, je vais demander à Célina de mettre le lien du plan de cours. Si vous avez de l'intérêt, je vous le dis, j'en parle pas aujourd'hui, je vais en parler demain. Demain, on a beaucoup de contenu encore. On va voir comment utiliser le pouvoir de la programmation du subconscient pour atteindre nos buts. Donc, on va aller plus en profondeur avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Et je vais aussi vous parler, pour ceux et celles qui auront envie, si vous avez envie de poursuivre l'aventure avec nous, je vais vous parler du programme Mindset Réussite. C'est un programme sur 1 an pour vous aider à atteindre tous vos objectifs. C'est ça la promesse que je te fais. Si tu joins Mindset Réussite, quel que soit ton objectif, et si tu le fais évidemment, si tu fais la formation, si tu la suis, si tu l'appliques, tu vas atteindre tes objectifs. OK? Alors, ceci dit, j'ai hâte de vous voir demain. Soyez là demain à midi. Vous avez le plan de cours. Prenez le temps de le regarder. Si vous avez des questions suite à avoir regardé le plan de cours, vous allez voir, là, c'est une formation plus qu'exhaustive. On parle d'un plan de cours de 35 pages. C'est très, très, très complet comme formation. Si vous avez des questions demain par rapport à la formation, vous pourrez me les écrire. Ça me fera un grand plaisir de vous répondre. Soyez là demain. Ne manquez pas la journée de demain, je vous le dis. On va encore plus en profondeur dans notre cerveau, notre subconscient. Je vous aime, la gang. Je vous embrasse. J'ai hâte de vous revoir demain. Bisous tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye.